Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le premier podcast des professionnels de la petite enfance. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose ici des discussions sans tabou autour de thèmes liés à notre quotidien professionnel qui touchent la pédagogie, la parentalité et aussi notre bien-être. Aujourd'hui, je reçois Emma Laporte et Dawn Miaglia, deux experts de la pédagogie Montessori. Emma est directrice pédagogique Montessori et Dawn est éducatrice anglophone Montessori, toutes les deux au sein des crèches et écoles Les Petites Canailles. Nous vous proposons dans cet épisode de clarifier ce qu'est la pédagogie Montessori, de revenir sur les idées reçues et voir ensemble de quelle manière elle peut être appliquée à l'accueil de l'enfant de moins de 3 ans. Nous verrons ensemble qu'il s'agit plus que d'une pédagogie, mais plutôt d'une philosophie de vie. Et que dans cette idée, elle est applicable dans tous les domaines où il est question d'accompagner l'humain vers une belle conscience et estime de lui-même. Cet échange est passionnant et je remercie Emma et Dawn pour leur disponibilité et générosité dans leur partage d'expériences. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Dawn, bonjour Emma. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui avec moi pour le podcast Les Petites Transmissions. Et donc, comme j'en ai parlé un petit peu en introduction, l'idée c'était de pouvoir nous adresser aux professionnels, précisément de l'enfance et de la petite enfance, mais peut-être un peu plus des professionnels de crèche, pour en savoir un peu plus sur la pédagogie Montessori. L'idée c'est qu'on puisse échanger, que vous puissiez nous faire part de votre expertise et peut-être ensemble partir de quelques idées reçues ou en tout cas lever quelques freins parce que pour travailler auprès de professionnels il y en a et donc voilà on va peut-être déjà ce que je vous propose c'est de vous présenter l'une et l'autre de la façon dont vous le souhaitez, nous dire un peu qui vous êtes. Bonjour Lika, Emma Laporte, donc je suis éducatrice Montessori, je suis aussi directrice des 2 établissements d'école maternelle Les Petites Canailles et je m'occupe aussi, j'ai une autre casquette où je m'occupe aussi du déploiement Montessori au sein des crèches Les Petites Canailles. Super, merci Emma. Bonjour Lika, donc moi je m'appelle Dawn Miaglia et je suis éducatrice anglophone Montessori dans notre école à Neuilly-sur-Seine. Je suis aussi en relais de direction auprès de Emma et j'ai aussi une autre casquette. Je coordonne le projet de familiarisation à l'anglais dans les crèches des Petites Canailles. Ok, super, merci à toi Dawn. Alors est-ce que l'une ou l'autre pourriez me dire déjà qu'est-ce que Montessori, qu'est-ce que la pédagogie Montessori et d'où ça vient ? Alors déjà, c'est vrai qu'en crèche, quand j'y vais pour déployer un peu le projet Montessori, on commence un peu par là. Donc Montessori, donc c'est souris parce que parfois on me dit Montessori. Alors c'est pas une grosse souris, mais c'est Montessori. Et c'est donc Maria Montessori qui était une psychiatre qui a vécu début 20e. Donc ça remonte un peu, elle est née en 1870. Et c'est en fait une psychiatre qui s'intéressait particulièrement à l'acquisition via les sens, via le sensoriel. Et c'est pour ça qu'en fait la pédagogie Montessori, c'est vraiment une acquisition via l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, tous les sens et tous ces canaux qui peuvent en fait construire notre intelligence. Donc je trouve ça super intéressant parce que évidemment tout ce qui est acquisition, on le fait pas forcément qu'en école maternelle. Bien sûr. On apprend via nos sens depuis qu'on est tout mini et même en intra-utérin, j'ai envie de te dire. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement de travailler avec les crèches parce que cette acquisition via les sens, elle commence dès qu'on est tout mini. Ok. Je t'ai posé cette question parce que peut-être pour de vrai ou pour de faux, mais on a plutôt idée à penser que Montessori, c'est prévu pour les grands, pour l'école. De ce que je connais un peu de l'histoire de Montessori, c'est qu'elle a mis en place cette pédagogie pour capter un peu l'attention et permettre l'apprentissage d'enfants qui étaient laissés finalement à la rue et considérés comme pseudo-débiles. Enfin, c'est comme ça que... Ouais. Et ces enfants-là avaient un certain âge. Enfin, un certain âge, ils étaient des enfants, mais en tout cas, ils avaient l'âge d'aller à l'école. Et je crois que depuis cette partie de l'histoire, vient
l'idée est reçue que ça ne pourrait s'appliquer qu'aux enfants grands. Oui, c'est vrai que quand on imagine la pédagogie Montessori, on s'imagine souvent des enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Ouais. Parce que c'est vrai que Maria Montessori avait créé la première maison des enfants où c'était des enfants qui étaient plutôt en âge d'aller à l'école. Et donc c'est vrai qu'on s'imagine du beau matériel, avec plein de petits plateaux alignés sur une étagère. Et on essaye en tout cas nous de s'éloigner un petit peu de cette idée parce que vraiment on imagine, bien que ce soit un matériel très riche dans tous les aires de travail que nous avons à l'école, mais nous essayons vraiment de faire en sorte que ça devienne vraiment de faire comprendre que c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, un accompagnement des enfants vers l'autonomie, vers un apprentissage sensoriel. Donc vraiment, il est possible de le lier au travail qui est fait en crèche en suivant le rythme de chaque enfant individuel, de prendre son individualité en compte et de pouvoir poursuivre des apprentissages dans le sensoriel. Oui, et j'aime bien cette idée d'individualité parce que on a tendance à confondre aussi individualité comme quelque chose d'individuel un à un, alors que finalement, c'est permettre à l'enfant d'être individu en permettant son autonomie. Finalement, son autonomie face à ses besoins. C'est ça. Et j'ai envie un peu de rajouter, tu sais, c'est ce que je dis aux crèches. Oui, quand tu viens en France, tu as une imagerie, très école maternelle. Parce que les réseaux sociaux, c'est des photos, des stories et je ne sais quoi autour de l'école maternelle. Parce qu'en France, c'est vraiment ce qui est mis en avant aujourd'hui autour de la pédagogie Montessori. Mais quand tu étudies, en fait, quand tu deviens éducatrice Montessori, tu ne vas pas étudier que le développement de l'enfant de 3 à 6 ans. Tu ne vas pas étudier non plus que les possibilités du matériel. Le matériel ne représente pas tout. Bien sûr. Donc, l'accompagnement, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est l'accompagnement à l'autonomie de l'enfant, ça ne se fait pas que de 3 à 6 ans. Bien sûr. Ça se fait tout au long de la vie d'apprentissage de l'enfant. Donc, bien sûr, tu vas pas proposer la même chose à un petit mini de 2 mois et demi quand tu t'occupes d'enfants, qu'à un enfant de 3 ans, qu'à un enfant de 6 ans, qu'à un enfant de 15 ans. Enfin, quand on le dit comme ça, quand on le met sur une vision plus grande, on se dit, oui, c'est évident. Tu fais pas la même chose avec chaque âge. Et ça serait complètement idiot, d'ailleurs, de proposer ça. Et dans beaucoup d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Inde, on va proposer des écoles Montessori où il va y avoir un accompagnement qui va être de tout mini bébé jusqu'à très grand. Donc peut-être que nous en France, on est encore resté un peu bloqué sur le 3-6 ans parce que c'est ce qui marche aujourd'hui en Montessori. Mais finalement, moi j'aime bien ce que dit Dawn là à l'instant, cette philosophie, cet état d'esprit. Oui, l'autonomie, ça s'accompagne dans la présentation, mais ça s'accompagne aussi ailleurs. Ça s'accompagne dans la vie routinière de l'enfant, dans le quotidien, dans la proposition de « Ah, tu as besoin, oui, tu es en train de grandir, tu vas voir, tu sens que tu es mouillé. Tu sais, oui, tu me l'as montré, même si tu es petit, on va t'accompagner pour te nettoyer. Et puis plus tard, peut-être que tu pourras mettre une couche culotte et la retirer. Et puis plus tard, tu pourras aller faire pipi et caca toi-même. Et je te montrerai comment t'accompagner aux toilettes. Ça aussi, c'est de l'accompagnement. Et ça aussi, pour moi, c'est de la philosophie et de l'état d'esprit Montessori. Oui. Merci de nous rassurer parce que en fait, oui, l'idée c'est d'accompagner dans un cheminement par des postures, des attitudes qui ne nécessitent pas de matériel ou d'organisation ou de spécificité, mais plus une incarnation. Et peut-être que ce qui peut bloquer aussi, c'est que l'incarnation, on en reparlera tout à l'heure quand on reviendra sur les crèches et les freins, mais faut pouvoir l'intégrer pour soi-même. Et j'imagine que la pédagogie Montessori, parce qu'on entend aussi parler dans les maisons de retraite, c'est quelque chose qu'on voit se mettre en place tout au long d'une vie, de l'instant qu'on parle d'un développement de l'individu. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, tu dis effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Tu dis le matériel, voilà, on peut
il ne faut pas se dire que le matériel nous permet d'être montessoriens. Oui. Mais par contre, il faut réfléchir à l'environnement. Oui. Qu'est-ce qu'on propose? Oui. Qu'est-ce qu'on prépare? Mmh. Comment on accompagne? Et comment on accompagne physiquement, psychiquement? Et qu'est-ce qu'on propose pour accompagner au mieux l'enfant dans son développement? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Oui. Mais l'un ne va pas sans l'autre. On a parlé de l'autonomie. Moi, ce que j'imagine aussi beaucoup au travers de la pédagogie Montessori, c'est un accompagnement de l'estime de soi. Le fait de développer les compétences psychosociales de l'enfant, le fait qu'il soit rassuré d'être là. Et est-ce que donc tu peux nous dire en tout cas par quel moyen, ou bien donc nous Emma, dites-nous par quel moyen cette pédagogie elle permet de soutenir l'estime de soi. Dawn, je te laisserai ajouter si tu as besoin, hein, mais le portage, tu vois, l'estime de soi, le portage physique, le portage psychique, l'investissement de l'adulte, ça permet à l'enfant d'être sécurisé. Ouais. Cette sécurité-là, quand il l'a, ça lui donne de la force. Ça lui dit, en fait, même quand il est tout petit, tu vois, quand tu le portes dans tes bras, que tu le sécurises physiquement, psychiquement, finalement, pour moi, c'est aussi de la pédagogie Montessori, parce qu'en sécurisant cet enfant, tu vas lui permettre d'explorer. S'il n'est pas en sécurité, tu ne lui permets pas d'explorer. Et donc déjà ça fait partie de l'estime de soi. Il va se sentir capable parce que tu as proposé quelque chose de sécurisant et qui lui permet l'exploration. Et donc ça, déjà, ça lui permet d'être un petit peu plus autonome au fur et à mesure et d'aller toujours, en ayant un environnement préparé, d'aller toujours un petit peu plus loin. Et plus il se sent capable d'aller vers quelque chose de nouveau, plus il est en sécurité, plus il expérimente son environnement, plus en fait il se sent capable. Et ça, je trouve ça vraiment très important et fondamental dans cette pédagogie. On veut que les enfants soient acteurs de leurs apprentissages. Oui. Comment tu rends un enfant acteur de son apprentissage? En le sécurisant, en le valorisant. J'ai préparé quelque chose dont tu peux te saisir et moi je vais t'accompagner. Ça ne veut pas dire, tiens voilà, débrouille-toi. Ça veut dire, je suis là pour t'accompagner. J'apporte une aide utile. À un moment, je vais sentir que tu es en capacité de le faire et je vais être là sans faire pour toi. Au départ, je te montre et après, je sais que tu vas t'en emparer et que tu vas pouvoir aller vers ça. Et le regard soutenant, le regard porteur. C'est vrai qu'on imagine une pédagogie très individuelle, mais l'adulte, il a toujours une idée, une vision globale de ce qui se passe autour de lui dans son espace. Et donc, je pense aussi par le regard, il y a quelque chose vraiment qui se passe. On peut porter les enfants quand on les voit peut-être en difficulté ou quoi, leur montrer je suis là, même si je ne suis pas à côté de toi là tout de suite. Je suis avec un autre enfant, mais je te vois et je vois ce dont tu as besoin. Et je pense aussi, tu parlais de l'environnement préparé, l'importance de cet environnement aussi pour que l'enfant ne se retrouve pas en difficulté. On s'imagine que les enfants doivent être autonomes, par exemple, mais il faut que l'environnement soit préparé pour que l'enfant réussisse à faire ce dont il a envie de faire à ce moment-là. C'est pas juste, je mets en place la pédagogie Montessori, alors tu vas faire seul. Non, c'est que je vais te donner les clés pour que tu puisses, à un moment donné, y arriver seul. Donc, c'est trouver vraiment aussi ce juste milieu, je pense, dans la manière de faire avec les enfants. Super. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on continue, hein, on ne te laisse presque pas nous poser de questions. C'est pour ça aussi que l'adulte phare... C'est primordial, l'adulte phare, en fait. Cet adulte qui a en fait une posture un peu comme un... C'est vraiment ça, j'aime bien l'adulte phare parce que c'est vraiment un phare, quoi. Ça veut dire il va pouvoir en fait se dire, ok, là, cet accompagnement, il est intéressant pour l'enfant. Là, je vais poser une limite. Là, je vais encadrer. Là, je vais sécuriser. Là, je vais accompagner. Tout ça, c'est ça qui fait notre plus-value à nous accompagnants d'enfants. C'est ça qui fait que c'est intéressant notre métier. C'est pas juste qu'on est posté là. On est là et on se connaît les enfants et on sait quoi apporter, à quel moment,
pour que l'enfant continue son développement. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Et puis j'aimais bien ce que tu disais, Dawn, sur oui, on est là, et même si on n'est pas avec l'enfant à lui tenir la main, parce que de temps en temps, tu peux tenir la main à un enfant, mais pas vraiment être avec lui. Bien sûr. Ça, voilà. Donc tu peux être là avec l'enfant, ou tu peux être en crèche. Je leur dis souvent aux professionnels de crèche, le regard porteur ou le message porteur que tu peux dire, un bébé qui pleure à terre quand il est sur les tapis. Oui, je t'entends, je sais que que c'est difficile, j'arrive. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est soutenant pour l'enfant. Peut-être que l'enfant ne comprend pas chacun de tes mots, mais il sent ton intention. J'ai envie de dire, cette intention, elle est fondamentale, cette philosophie, ce qui t'anime à l'intérieur d'accompagnement des enfants. Ça, c'est fondamental et c'est ça que les enfants recherchent et c'est comme ça qu'ils grandissent, à mon avis. Bien sûr. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, en tout cas, de ce qui est très rassurant dans ce que vous dites, c'est que finalement, la pédagogie Montessori appartient au courant de la pédagogie bon sens, quoi, enfin, si on peut la nommer comme ça. C'est ça. L'adulte phare, c'est Anne-Marie Fontaine qui en parle. On a parlé aussi du portage psychique, détaillé par Donald Wood Winnicott, la motricité libre, parce qu'on voit aussi ça, beaucoup, qui a été aussi beaucoup porté par Amy Pickler, l'attachement sécure, tout ce que vous décrivez, qui fait partie de l'attachement sécure, qui a été vu et je dirais répandu par John Bowlby et Marianne Swartz, c'est un peu plus contemporain de Maria Montessori. Finalement, tout ça appartient à la pédagogie bon sens, peut-être un peu plus connue dans le secteur de la petite enfance, parce que tout ça, j'ai cité un peu des pédagogues qui sont un peu plus vus dans la petite enfance. Et on s'aperçoit quand on débarque un peu en crèche avec la pédagogie Montessori, où on nous dit oui, en fait, c'est pas trop différent. Pour les professionnels qui s'en rassurent et qui continuent dans le cercle ligné, et puis d'autres professionnels qui peuvent être déstabilisés parce ils ont l'impression qu'on leur amène quelque chose de différent, sauf que tout ça est cohérent et relié d'une façon assez cohérente. Mais bien sûr. Oui. Bien sûr. Et si tu veux, moi j'aime bien aussi parler de tous ces pédagogues-là, c'est des pédagogues qui travaillent l'autonomie de l'enfant peu à peu. Exactement, oui. D'une façon ou d'une autre. Et puis il y en a d'autres en plus, mais c'est en fait un travail autour de l'autonomisation de l'enfant. On a envie de créer des racines fortes pour que l'enfant, des fondations fortes qu'on leur donne quand ils sont petits et qu'on va beaucoup accompagner en crèche, beaucoup accompagner en école maternelle pour qu'en fait, une fois qu'on a posé ces fondations, qu'on a donné ces expériences adaptées à l'enfant, à ses aptitudes, à son développement, à ses intérêts, à ses compétences à l'âge donné, mais une fois qu'il a ses racines bien profondément ancrées, on va pouvoir continuer l'accompagnement pour qu'il devienne un arbre qui fait partie de la forêt. En gros, c'est ça l'idée. C'est bien enraciné. Voilà, enraciné, qui fait partie de la société, pas un enfant qui est marginal, pas un homme qui ne peut pas participer. Bien sûr. Un enfant qui peut participer, un homme qui peut, ou une femme qui peut participer à la société, qui prend une vraie part active parce qu'il a les clés. Bien sûr. Et ça, c'est ça qui nous anime, je pense, toutes. Oui. Que ça soit petite enfance, plus grande enfance, enseignant. Voilà, c'est ça qui nous anime. Ouais. Un autre courant dont on entend beaucoup parler aussi, c'est le courant de la pédagogie positive. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur en quoi c'est lié ? Enfin, c'est complètement lié, hein, on est d'accord. Pour autant, c'est quelque chose qu'on peut entendre, et peut-être un peu plus de la bouche des parents aussi, des fois qui ont cette pédagogie, en tout cas qui souhaitent mettre en place ce type de pédagogie. Quel pourrait être le lien ? C'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés, nous en tout cas dans nos écoles, et les éducatrices ont suivi une formation en discipline positive parce que on voyait le lien aussi entre ce qu'on faisait à l'école, mais on voulait aller un petit peu plus loin, je pense, aller plus en profondeur. Et donc c'est sûr que l'éducation positive, en tout cas de ce que nous on a vu et de ce qu'on comprend, c'est que vraiment elle est fondée sur l'écoute des besoins des enfants et de leur individualité aussi. Oui. Et le but vraiment, c'est de développer leur confiance en soi et leur autonomie bien sûr. Dans le futur. Et donc vraiment, on se rend compte que les enfants, dépendant de leur âge, ils vont avoir des besoins différents. Donc c'est pareil pour nos écoles, on a des enfants en âge mélangé, en crèche, il y a les petites familles avec les âges mélangés aussi. Donc oui, effectivement, on ne peut pas juste se dire, voilà, on a un groupe d'enfants et voilà ce qu'on va faire avec ce groupe d'enfants. On va vraiment les prendre chacun individuellement et répondre à leurs
besoins, à leur comportement à un moment, individuellement. Voilà, c'est important aussi de pouvoir considérer un groupe quand même quand on est en charge d'un groupe d'enfants, avec la posture de l'adulte qui est très importante aussi, le cadre qui doit être bien décrit, bien défini. Et nous, en tout cas, on imagine l'adulte comme un régulateur. Emma, si tu veux peut-être poursuivre. Oui, c'est exactement ça. Enfin bon, c'est super, on est d'accord. Ça, c'est un truc qui est chouette. Oui, un régulateur. Et puis, en fait, parfois, le cadre, dans certaines crèches où je me rends, certaines professionnelles l'appréhendent comme quelque chose de restrictif, voilà, négatif. Moi je dis mais non, mais en fait pour moi le cadre c'est sécurisant, c'est aussi structurant, c'est quelque chose de très important en fait. Et c'est ça qu'on aime bien aussi dans l'idée de discipline positive, c'est-à-dire ok, nous on va proposer des connexions à l'enfant, un rapport bienveillant. Bon après, bienveillant c'est un peu galvaudé, aujourd'hui tout le monde l'utilise un peu, tu vois, tout le monde est bienveillant, etc. Donc oui, moi j'aime bien cette idée de connexion, on est en connexion avec les enfants, on les connaît, on partage des choses avec eux, on les suit si tu veux, et donc ils ont confiance en nous, et voilà, et nous on est en face d'eux, on est à l'écoute de leurs besoins, et en même temps on leur propose un cadre qui est structuré, rassurant, qui leur permet aussi, qui est un cadre mouvant. Ça j'aime beaucoup cette idée de cadre mouvant. Bien sûr tu proposes pas la même chose comme cadre à un tout petit mini qu'à un plus grand, qui est encore un plus grand, etc. Ça n'aurait aucun sens. Donc et même le portage physique et psychique fait partie du cadre, si tu veux. Donc voilà, tu adaptes, c'est encore ta plus-value, ta valeur ajoutée à toi en tant que professionnel, de savoir adapter, de savoir lire un peu ce qui se passe. Parfois tu te plantes. Oui, bon, ok, on est humains, tous. Et donc en fait, on adapte et on régule. Et donc ce cadre, il est méga important. C'est pour ça que quand les parents, ils me disent, quand on fait des rencontres, ah oui, Montessori, on fait ce qu'on veut. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Je dis, attention, c'est la liberté dans le cadre. La liberté dans le cadre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut pas dire juste la liberté toute seule, ni le cadre tout seul. La liberté dans le cadre défini. Et voilà. Et en fonction de l'âge, les enfants vont avoir un cadre qui va bouger. Même à 15 ans, hein. Bien sûr. Ton cadre, il n'est pas le même que quand tu as 3 ans. Et pourtant, il y a un cadre, à mon sens, en tout cas. Voilà, donc cette discipline positive, ce rôle de l'adulte régulateur, accompagnant, qui propose aussi à un moment un cadre. Oui, je vois ce qui se passe pour toi, et parfois c'est difficile, mais voilà, je vais te proposer ce cadre, et on va y arriver. C'est ça un peu l'idée. On va y arriver ensemble. Mais finalement, on part avec une terminologie qui a pas très bonne réputation dans notre esprit, peut-être, parce que discipline, enfin un cours de discipline, c'est pas pour voilà. Le cadre, c'est quelque chose qui nous fait penser à quelque chose d'assez autoritaire, enfin, et donc je pense qu'on part aussi d'un vocable qui n'a pas été utilisé toujours de la même façon pour pouvoir accompagner, border, soutenir, contenir. Et c'est pourtant vraiment l'intérêt de ça au sein de la pédagogie et de la discipline positive. Oui, Elika, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce qui est important, c'est toujours de bien comprendre ce qu'il y a derrière nos mots. Voilà. Donc, pour certaines, si je dis, ou certains parents, quand je parlais de travail à l'école, comment ça le travail ? Et vous allez les emmener à la mine ? Ils vont travailler en poussant des wagonnets, c'est ça les enfants, ils font ça, c'est la chaîne de l'usine. Ah non, le travail comme papa et maman, ils font un travail, c'est important leur travail. Et nous aussi, à l'école, c'est important ce qu'on fait, on fait un travail. Donc au départ, je me rappelle quand en crèche j'intervenais, je disais travail, on me regardait genre, mais t'es ma boule, Emma, travail, tu veux les faire bosser quoi. Mais oui, dans un sens positif, c'est important.
Combien de parents disent « je vais au travail, oui c'est important mon travail, etc. etc. » Oui, c'est important, c'est valorisant. Nous aussi on fait quelque chose qui est important. Donc bien sûr en crèche c'est pas forcément le mot adapté, mais en tout cas à l'école quand on l'utilise c'est pas... Ce qu'il y a derrière, il faut bien l'analyser. Bien sûr. Et en fonction des gens, il faut bien toujours comprendre ce qui se cache derrière les mots. Voilà. Ouais. Et du coup, là, ça me fait penser que de toute façon, pour tout le temps, notamment au sein des équipes, que ce soit, je pense, à l'école ou en tout cas les équipes de crèche que je connais bien, c'est important de mettre ensemble, en équipe, la définition des mots qu'on utilise. Tout à fait. Et je pense que... accompagner la pédagogie Montessori comme on le fait ensemble au sein des crèches, ça a demandé de toute façon d'abord de se mettre d'accord sur des mots, un nouveau vocable ou en tout cas des nouvelles, une proposition qui fait partie du monde un peu Montessori. Et justement, par rapport à ces initiations, ces installations, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Emma, et peut-être nous dire s'il y a des freins ou s'il y a eu des freins, si tu rencontres des discussions qui peuvent être récurrentes sur ton accompagnement. Et déjà, oui, effectivement, les freins qui sont rencontrés au démarrage, c'était aussi peut-être... fouiller un petit peu plus en fait la terminologie qu'on utilisait. C'est comme si en fait ce que tu disais, éclaircir le vocabulaire utilisé pour comprendre bien ce qu'on mettait derrière. Ensuite, il y a cette histoire d'imagerie en France, une imagerie Montessori qui est reliée beaucoup à l'école maternelle. Et donc ça aussi, encore une fois, il fallait éclaircir cette partie-là en disant oui, on accompagne l'autonomie de l'enfant, on accompagne l'autonomie de l'enfant de différentes manières et en fonction de l'âge de l'enfant, on ne va pas proposer la même chose. Et donc ça, expliciter aussi ça. Aussi, il y avait quelque chose, en tout cas dans la petite enfance, où certains professionnels avaient peur d'une demande de production. Oui, c'est vrai. Et moi, je dis, attention, encore une fois, on est dans un accompagnement de l'enfant à un certain âge. Et en fait, la production, elle n'est pas interdite. Mais par contre, elle n'est pas obligatoire. Bien sûr. Si les enfants ont envie de produire quelque chose, mais pourquoi pas Et on ne va pas leur interdire de remettre aux plus grands en crèche un dessin à leurs parents, si c'est leur souhait. Après, on va effectivement accompagner plus le chemin de l'enfant plutôt que l'aboutissement du travail. J'aime bien dire qu'on sème des graines. On sème des graines et on voit. Par contre, ce que je pense, c'est que quand on accompagne l'autonomie, il faut l'accompagner toujours. Il ne faut pas s'arrêter d'accompagner l'autonomie. Et quand on sent, par exemple, en crèche, que les enfants, on peut leur proposer autre chose pour accompagner, ou qu'en école maternelle, on peut continuer d'accompagner sur un sujet, pourquoi pas continuer à accompagner? Si les enfants ont soif de ça, pourquoi pas? Bien sûr. C'est pas interdit non plus. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important. Et puis, la dernière chose, c'est voir, mais on l'a déjà dit, je répète, je fais que répéter, voir au-delà du matériel. Comprendre la philosophie. Nous, je trouve avec, tu vois, Dawn, il y a un moment où on était jeunes éducatrices, même si moi, j'étais pas si jeune que ça encore. Mais bon, on a été jeunes éducatrices et il y a un moment, on se disait, mais pourquoi dans certaines équipes, la présentation, c'est central et puis en fait, tout ce qu'il y a autour, on s'en occupe pas. Enfin, je sais pas si... Oui. C'est vraiment essayer de se retirer l'idée que c'est le matériel le plus important, la présentation et l'acquisition de cet apprentissage spécifique à ce moment-là. Et c'est vraiment aussi ce regard sur ce qu'il se passe vraiment dans la classe et prendre l'enfant dans son intégralité aussi. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas peut-être dans les pays anglo-saxons, qui est peut-être plus appuyé. Mais en tout cas, c'est vraiment prendre l'enfant dans son intégralité. Que ce soit ses besoins physiques, intellectuels, au niveau du langage, au niveau émotionnel, au niveau social. C'est vraiment prendre l'enfant
pour qui il est intégralement. Oui. Et donc, même le déjeuner est un moment montessorien, enfin, je veux dire, d'accompagnement, ça oui, s'arrête pas. Finalement. un bien accompagnement à l'autonomie, Ouais. même aller aux toilettes, même Mm. mettre ses chaussures, même faire du dessin, même tous ces accompagnements, tout ce qu'on peut proposer, tout ce qu'on peut... Oui, tout ça, c'est notre aide utile, Ouais. ça j'aime bien, cette idée d'aide utile, Ouais. à l'autonomie. Donc, Ouais. C'est de poser l'intention. exactement. Commencer ta journée et de poser l'intention d'accompagner l'enfant là où il en est, vers là où il ressent le besoin d'aller. Ouais. En Super. proposant un cadre Bien sûr. structurant, rassurant, posé, Oui. et en étant régulateur. Voilà, enfin, Oui. c'est beaucoup de choses à faire. Oui. Et être régulateur de l'aménagement de l'espace. J'aime bien aussi quand on échange de proposer du beau, enfin quelque chose qui donne envie d'être utilisé, d'organiser le rangement, en tout cas de l'intégrer aussi, en s'appuyant peut-être sur la période sensible du rangement qui est justement à cet âge-là, de 3 ans, mais de soutenir, de les investir dans l'entretien de cet environnement agréable. Parce que aussi, l'ordre, en fait, tu vois, un mot encore qui peut faire peur, l'ordre. En fait, moi, je trouve que l'ordre, quand c'est ordonné pour les adultes, quand c'est clair, ça veut dire que c'est clair dans la tête. Exactement. Mais Et oui. quand c'est clair dans la tête, et ben, la direction, elle est plus facilement claire pour les gens qui t'entourent. Et donc, nous, on travaille avec les enfants. Il faut que nous, ça soit clair pour nous dans notre tête. Et donc, cet ordre-là, il permet aussi aux enfants de s'ordonner dans la tête. Ouais. Pour devenir acteur de ces apprentissages, il faut aussi avoir cet ordre dans la tête. Petit à petit, on va leur proposer. C'est vrai. Voilà. Donc, bien sûr, un tout petit, l'ordre, il n'est pas pareil qu'un plus grand. Et en fait, l'ordre, c'est aussi le rythme de la journée. Ouais. C'est l'organisation, la routine, qu'on puisse comprendre comment ça va se passer. Ça, c'est aussi un ordre pour dans l'enfant, chez l'enfant. Ouais. Et ça, c'est les adultes qui peuvent le préparer. Et j'ai une question qui me vient là. C'est finalement, est-ce que vous pensez toutes les deux que... parce que vous avez fait une formation d'éducatrice qui a duré un bon moment, qui a duré quelques temps. Je trouve que c'est pas si simple pour une professionnelle de prendre ce qu'on lui demande d'une pédagogie qui peut-être n'est pas vécue dans son quotidien. Une professionnelle ou un professionnel, en tout cas dans son quotidien de tous les jours, et de le proposer à un enfant. Enfin, j'ai l'impression que ça peut être un frein aussi. Enfin, ça, finalement, de proposer, d'accompagner l'estime de soi d'un enfant, son autonomie. Si moi, je me sens pas sécure, si moi, je me sens pas estimée, si moi, je me sens pas valorisée, si moi, je me sens pas pleinement autonome et libre dans mes choix de vie, si je me sens pas... si je me sens pas ordonnée, si j'ai pas l'impression d'avoir fait un ménage nécessaire dans ma vie, enfin, je vais peut-être un peu loin, mais tu vois, enfin, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai ma petite idée pour accompagner des professionnels aussi sur d'autres sujets, mais... C'est vrai que c'est quand même des choses qui sont... l'accompagnement d'enfants, d'humains, j'ai envie de dire, ça te met face aussi à toi-même. Ouais. Et face à des questions qu'on peut se poser. Moi, je trouve que la curiosité, la soif d'apprendre, c'est quelque chose où, dans ces cas-là, tu peux te dire, ok, comment je vais le prendre? Enfin, c'est très question. Enfin, je sais pas si toi, c'était la même chose, Dawn, ou toi, Lika, c'était la même chose, mais ça te met face à toi-même. Et comment je vais pouvoir accompagner ça? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'organiser pour que ça soit plus clair, pour que ça soit comme ci, comme ça, etc. Donc, ça demande beaucoup de questions. Exact. Et en fait, je crois que ce qui est sympa aussi, c'est que il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience que tu pourras jamais avoir tant que tu l'as pas vécu. Ça, c'est un fait. Mais par contre, aux directrices, aux personnes qui ont plus d'ancienneté ou plus d'expérience aussi, de proposer à certains moments des petits tips, des petites astuces pédagogiques, des petites choses qu'on peut mettre en place facilement pour pouvoir avoir déjà quelque chose qui s'enlève de toutes ces choses qui doivent être travaillées. Quand tu dis
comment on travaille l'estime de soi. Ça paraît énorme, moi, tu vois, t'as l'impression d'être devant une montagne en te disant, oh purée, il faut que je travaille l'estime de soi, comment je le prends le truc, quoi, tellement c'est gros. Ok, qu'est-ce qu'on peut proposer? Est-ce qu'on... peut-être qu'effectivement, avoir un espace qui est joli, où on a envie d'aller, où on passe des bons moments, où c'est ordonné, où on a réfléchi à des activités qu'on propose et on se dit « Ah, mais ça a bien marché ça me fait du bien, moi je suis contente. Ça a bien marché aujourd'hui, on a fait ça, ça a fonctionné. » Et le passer à ses collègues. « Ah, tu sais, j'ai fait ça l'autre jour, ça a super bien marché, tu devrais essayer. » Voilà, je pense que ça fait partie en fait des premières choses qui permettent d'avoir un peu d'estime de soi. Et donc, si t'es perdu dans ton truc, ça te donne une... You can see the light, tu vois, il y a la petite lumière au fond, tu te dis, ok, je la vois, la lumière, je vais y arriver. Mais bien sûr, les premières années, c'est un peu un bouleversement. Hein. Ouais. C'est vrai, merci. Tu me tends une perche incroyable avec You Can See the Light. Non, en fait, ce que je me dis, et je vous propose de conclure là-dessus, parce que déjà, c'est super riche. Enfin, je vous remercie beaucoup à toutes les deux pour cette intervention, pour ce partage, parce que je pense que ça pourra en éclaircir plus d'une. Ce que ça me fait... Juste pour conclure, d'habitude, je demande à mes invités s'ils ont une idée d'intervenants que je pourrais inviter sur un sujet ou quoi. Mais moi, je crois que je vous coupe l'air sous le pied et je vous dis que notre idée de prochain intervenant et de thème, c'est toutes les deux, parce que j'ai des questions à vous poser sur le bilinguisme, parce que c'est souvent associé à la pédagogie Montessori, c'est vrai. C'est plus ou moins lié, mais en tout cas, je crois que c'est un sujet à part entière. Et pour pas repartir encore sur 1 heure de podcast, je vous propose qu'on se revoie pour parler du bilinguisme à l'école et puis en crèche. Moi, je suis d'accord. Et Dawn, t'es d'accord? I accept your invitation. Oh yeah. Merci beaucoup à toutes les deux et puis alors à très bientôt. Merci. Lika. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les références citées dans la description et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ou Instagram sur les petites canailles. Si vous souhaitez me donner encore plus de force sans trop d'efforts et aider à la diffusion de ce podcast au plus grand nombre, je vous propose de le partager autour de vous, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et d'ajouter un petit commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.